je déclare solennellement ouverts les états généreux du revenu de base. Voilà. Ouf, j'ai déjà dit un mot, donc c'est génial. Bon, donc je suis ex-coprésidente du Mouvement français pour un revenu de base, et à ce titre, je vais donner la parole alors attendez, que je prenne, à Monsieur Julien Boudin, premier adjoint, et ensuite à Monsieur Étienne Filleul, adjoint alors comme vous voulez, à l'économie sociale solidaire, ça vous va? Ça vous va bien. Voilà. Et puis ensuite, Christian Massot, trésorier sortant, fera le mot du MFRB, avant le lancement de la conférence d'ouverture avec Guillaume Matelier et Virginie Deleu du MFRB. Voilà. Puis je donnerai peut-être aussi à la fin quelques petites informations avant la conférence d'ouverture, quelques informations pratiques sur le déroulé du moins de la matinée. Bon, puis après, on verra ça. Voilà, c'est tout. Alors à vous messieurs. Bien, merci à tous les deux pour ces quelques mots d'introduction. Écoutez, je suis très heureux en tout cas de vous accueillir ce matin au sein de notre salle des convivialités, comme cela vient d'être évoqué, en présence de mon collègue adjoint au maire en charge des solidarités, Étienne Filleul, pour lancer, vous venez de le dire, les états généreux du revenu de base. Tout d'abord, j'excuse notre maire Luc Carvounas, et sachez que nous sommes ravis de vous accueillir dans une ville qui a une longue tradition d'innovation politique et qui a toujours été un laboratoire pour des idées progressistes, et le symbole du socialisme municipal, puisque avant le congrès d'Épinay, il y a eu le congrès d'Alfortville de 1969. Mais Alfortville, c'est surtout la ville dont notre maire Luc Carvounas est président de l'UNCAS, et je tiens à saluer également son administrateur, monsieur Guillaume Matelier, ainsi que l'ensemble des intervenants. Cela nous oblige, et vous allez, je pense, travailler dessus pendant tout le week-end, à ce que signifie concrètement la solidarité. La répartition de la richesse produite et l'émancipation notamment pour les plus fragiles d'entre nous. Il n'a jamais été aussi important de réinventer nos propositions pour le pays, de réfléchir au fonctionnement de notre société, à la façon de réduire les inégalités en préservant notre système social, sans tabou et sans peur, loin de ce que l'on peut entendre depuis plusieurs semaines malheureusement. Je crois que c'est vous qui faites particulièrement au MFRB, autour d'une idée qui, bien que très ancienne, a connu son heure de gloire il n'y a pas si longtemps que ça. J'en parlais encore il y a quelques secondes avec mon collègue lors de l'élection présidentielle de 2007 portée par Benoît Hamon. Nous avons porté alors l'idée d'un revenu universel d'existence qui a laissé beaucoup de monde songeur, voire dubitatif. Sans doute n'avons-nous pas su être suffisamment persuasifs et pédagogues quant aux propositions de ce que notre candidat d'alors voulait faire avec cette idée malgré tout révolutionnaire. Mais si le revenu universel a été souvent moqué dans les médias ou par les spécialistes de la profession, si nous n'avons pas toujours été compris, il faut se rappeler que cette idée, dont peu de gens avaient entendu parler, est devenue en quelques mois le sujet de toute conversation, amenant à plus de 40% de la population à la trouver intéressante. Je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres idées aussi innovantes que celle-là qui ait suscité aussi rapidement un tel intérêt. Dans un monde où les inégalités s'accroissent, où les emplois deviennent de plus en plus précaires, et où la technologie transforme nos sociétés à une vitesse fulgurante, il est temps de repenser les fondements de notre modèle économique. Le revenu de base propose une solution audacieuse et humaniste, garantir à chaque citoyen, sans condition, une somme régulière suffisante pour couvrir les besoins essentiels de la vie. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas de l'assistanat, c'est une manière de reconnaître que chaque être humain a une valeur, indépendamment de sa situation professionnelle. C'est un levier de liberté
qui permet à chacun de dire non à un emploi dégradant, de se consacrer à une passion, de reprendre des études ou de s'occuper de ses proches. Vous allez, durant 2 jours qui viennent, travailler sur ce sujet, son intérêt et les enjeux qu'il porte, les difficultés de sa mise en œuvre et la question de son opportunité, et nous ne pouvons que vous en remercier. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de ces espaces de réflexion, de ces pistes nouvelles pour construire la société de demain, construire les barrages nécessaires pour contrer la régression sociale, la montée des extrêmes et le détricotage de la solidarité. Alors, mesdames, messieurs, je vous le redis, bienvenue à Alfortville, et que l'air printanier de ce week-end nourrisse vos travaux et vos réflexions, qui, à leur tour, nourriront forcément aussi les nôtres. Bon week-end à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Étienne Filleul, comme ça a été dit, c'est marqué là. Et je suis adjoint au maire ici à Alfortville, en charge de l'économie sociale et solidaire, comme ça a été dit, et des solidarités. Et je suis vice-président du Centre communal d'action sociale. Et je suis membre de Génération.s. Alors là, normalement, vous devriez faire « Ah !» Merci. Il n'y a quand même pas beaucoup de partis qui soutiennent l'idée, qui militent pour un revenu de base ou un revenu universel, peu importe comment on l'appelle. Donc voilà, non, je plaisante, c'est moi qui vous remercie évidemment d'être là. Comme l'a rappelé Julien, vous êtes dans une ville de gauche, on dirait les choses très directement. Aussi, ouais, aussi. De gauche plurielle, bien sûr, ou presque plurielle, n'est-ce pas ? Une ville de gauche, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire, pour ce qui me concerne évidemment très directement, un centre communal d'action sociale fort, avec un budget en augmentation tous les ans de façon très forte, Julien. Ça veut dire des centres de santé qui accueillent tout le monde, ça veut dire qu'on ne demande pas les papiers à ceux qu'on veut aider, etc. etc. Je ne vais pas vous faire le panagérique des politiques sociales d'Alfortville. Ça serait long, ça vous ennuierait, ça vous intéresserait moyennement. Mais non, je ne vais pas le faire. Et ça veut dire aussi que dans une ville où on a 42% de logements sociaux et un taux de pauvreté de 21%, ça veut dire qu'on a aussi réfléchi à une allocation permanente aux plus démunis, un peu sur le modèle de ce qu'a fait Grande-Synthe, et que vous connaissez toutes et tous, bien sûr. Mais on s'est heurté à un mur budgétaire, pour dire les choses comme elles sont. En gros, pour Alfortville, ça veut dire 4 millions d'euros par an, à peu près, c'est-à-dire quasiment le budget du CCAS. Donc évidemment, on se heurte à cela, mais ça n'empêche qu'on continue à réfléchir à autre chose, sans doute de plus modeste, mais qui soit utile et qui ne soit pas juste une aide ponctuelle, comme on peut le faire, une aide alimentaire, etc., ce genre de choses qu'on fait ponctuellement, mais quelque chose de plus pérenne. Même si les perspectives budgétaires des villes en général, n'est-ce pas, cher Guillaume Matelier, monsieur le maire, ne sont pas très réjouissantes, donc bon, on verra ce qu'on fait à l'échelon local. En tout cas, on a à Alfortville cet ADN solidaire, et quand je dis cet ADN, c'est pas seulement un slogan municipal, c'est aussi les habitants eux-mêmes qui nous le disent. On a fait une enquête, Ipsos me semble-t-il, auprès des habitants il y a quelques mois, et Harris, aïe aïe aïe, c'est comme à la télé, il faut en citer 3, non Harris, qui montre que quand on demande aux Alfortvillais ce qu'ils attendent de la ville et ce qu'ils espèrent de la ville, le premier mot qui vient spontanément, c'est solidarité. Et ça, c'est pas notre slogan municipal, c'est les habitants qui le disent. Donc on a cet ADN-là. On a une ville qui a 140 ans. C'est assez rare d'avoir une ville dont on sait précisément quel jour elle est née. Donc elle est jeune d'abord, on connaît le jour de sa naissance. C'était il y a 140 ans, donc en 1885, parce que je sais que le matin, les mathématiques, c'est un peu compliqué, donc je le fais pour vous. Au 19e siècle, en gros, c'est un marécage ici. Je caricature un peu, mais c'est ça. Qui dépendait de Maison-Alfort, la ville d'à côté. Il y a des ouvriers qui sont venus de Paris, de Maison-Alfort et de la région, qui se sont installés petit à petit. Et au bout d'un moment, ils commençaient à faire nombre et ils ont fait sécession. Ils ont demandé la création de la ville, ils ont fait sécession de Maison-Alfort, j'allais dire de la bourgeoisie, pardon pour la caricature, de la bourgeoisie de Maison-Alfort. Et depuis, ça n'a pas changé finalement. On est toujours de gauche et Maison-Alfort est toujours de droite.
Je simplifie un petit peu, évidemment, pour le propos. Mais donc ça veut dire quand même qu'on a cet ADN profond, et puis on est né aussi avec le génocide arménien en 1915 qui a amené plein de réfugiés à Alfortville. On a une grosse communauté, on a beaucoup de nationalités à Alfortville. Bref, on a cet ADN solidaire. Alors, vous connaissez, pour revenir au revenu de base, parce que c'est comme ça le sujet, les critiques qui sont faites au revenu de base, Julien l'a un petit peu évoqué. Bon, c'est un peu toujours les mêmes, vous allez en débattre pendant 2 jours, c'est certain. Mais gna gna gna, d'abord, il n'y a pas d'argent. Gna gna gna, d'abord ils vont rien faire qu'à pas travailler. Enfin, bref, vous connaissez tout ça par cœur. Pour le second point, bon, il y a eu des expérimentations qui ont montré que c'est pas vrai, même si sans doute les expérimentations sont critiquables. Dans les expérimentations dans le temps, dans l'espace, sont critiquables, mais vous allez en parler, j'en suis certain. N'empêche qu'on n'a pas démontré que les gens arrêtaient de travailler. Et puis sur l'argent, l'argent, on va en trouver. Hein. Il y a 70 milliards de dividendes versés chaque année en France, record d'Europe et en explosion. 150 milliards d'aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Bref, le sujet de l'argent n'est pas le bon, et en tout cas, on ne doit pas commencer le débat par l'argent. On doit commencer par des choses plus philosophiques. Alors, comme l'a dit Julien, le revenu de base, c'est quand même à peu près la seule idée neuve dans le débat public qui soit apparue ces dernières années. On a eu la Sécu au sortir de la guerre, la généralisation des retraites, peut-être le RMI à la fin des années 80. Depuis, dans mon camp politique, et je le regrette, on n'est pas très inventif et on se contente un peu de choses un peu simples. Donc on peut toujours effectivement dire qu'on va passer le RSA de 650 à 700 euros. Bon, je suis pour, hein, je pense que tout le monde est pour ici, mais ça ne va pas vraiment changer la donne. Donc voilà, encore une fois, le revenu de base, c'est une idée neuve qui renverse vraiment la table. Mais au passage, hein, le RMI en 1988, je crois qu'il a été créé, c'était 50% du SMIC. Aujourd'hui, le RSA, c'est 45%. Donc on voit bien la pente qui est, il ne faut pas trop donner d'argent aux pauvres, parce que sinon ils ne vont pas vouloir travailler. Donc oui, dans la bataille culturelle qui est la nôtre, on est toujours là-dedans, et je ne suis pas sûr qu'on ait progressé. Je pense même qu'on a un peu régressé. Quand je dis on a régressé, c'est nous, avec nos idées progressistes et celles du revenu de base. Mais bon, on travaille. En tout cas, c'est la seule idée neuve, et elle pose beaucoup de questions à la société. C'est bien pour ça qu'elle fait un débat énorme. Vous connaissez toutes ces questions, ça remet en cause notre rapport au travail, notre rapport à la consommation, notre rapport aux inégalités, et puis des choses très philosophiques comme de quoi hérite-t-on du seul fait de notre naissance? Je suis sûr que Guillaume, tu en parleras. Une question de l'héritage. Tout ça est sans doute un petit peu trop vertigineux, ou trop progressiste, ou trop aventurier pour les libéraux évidemment, mais même à gauche. Il n'est quand même pas majoritaire à gauche à militer pour le revenu de base. On va parler du mangeur de barbecue, qui lui avance la valeur travail et fustige l'assistanat, donc là on est arrivé au fond du fond. Mais en tout cas, on n'est pas majoritaire clairement sur ce truc, donc continuons le combat. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Soyez encore les bienvenus. S'il faut que vous soyez de nouveau les bienvenus un jour, n'hésitez pas, nous serons toujours accueillants. Et puis en attendant, vive le revenu de base, vive la solidarité et vive la fraternité. Merci. Voilà, moi je vais vous dire un mot au nom du MFRB. Je l'ai baptisé 12 ans déjà. Il y en a à qui ça dit quelque chose. En fait, nous sommes un mouvement qui rentre dans son adolescence, né en mars 2013. C'est tout récent. Je commencerai par des remerciements chaleureux à Luc Carvounas, ses élus et le personnel que vous ne voyez pas, mais qui nous permet de vous accueillir dans un lieu magnifique, le pôle culturel. Vous avez peut-être eu le temps de voir qu'il y avait aussi une médiathèque, une salle de spectacle. Enfin, c'est un pôle très complet, très accueillant, bien équipé. Et on espère que vous y passerez 2 jours dans de très bonnes conditions. Sylvie l'a dit en introduction, pour nous, c'est le MFRB, c'est d'abord 2 ans de compagnonnage, le temps
sentir l'atmosphère, et puis ensuite 10 ans d'engagement actif, pour ma part à la trésorerie nationale, pour Sylvie, c'est l'accueil des adhérents, le matériel militant, elle a même fini coprésidente, etc. Voilà, c'est comme ça, quand on s'engage, hein, on ne réfléchit pas, on s'engage. Une page se tourne pour nous au sein du MFRB, mais nous sommes très touchés que nos camarades qui sont répartis, vous les reconnaissez, a priori c'est badge jaune ou t-shirt jaune, hein. Ça se voit, nous est sollicité pour ouvrir ces journées et qui seront sans doute notre dernier coup d'archet à ce niveau d'implication nationale. Cependant, c'est une belle occasion, ces états généreux, que nous portons depuis 2 ans, avec une équipe motivée, les mêmes hein, que je n'ai pas cités, la liste serait trop longue, mais qui a été reportée du mois de novembre au mois d'avril, qui était prévue à Givors, dans le Rhône, une ville qui a des caractéristiques très proches de celle d'Alfortville, même si elle est bien plus ancienne, qu'elle a une histoire industrielle, etc., mais où on retrouve les mêmes caractéristiques de multiculturalité. J'avais recensé sur un travail universitaire qu'il y avait 27 langues parlées dans les écoles. Voilà. Donc c'est pour dire que les préoccupations sont parfaitement partagées. Le choix de Givors n'a été annulé que pour cause de catastrophes naturelles, les inondations du mois d'octobre dont vous avez tous entendu parler, même si celles de Valence ont été bien plus traumatiques. Pour nous, ça nous a quand même obligés à reporter et nous avons eu très vite la réponse de la ville d'Alfortville pour nous accueillir ici. Si notre petit Ludion du MFRB, qui est né en 2013, est peu visible médiatiquement, il a néanmoins produit un nombre de contributions non négligeables. 4 publications d'ouvrages, vous en voyez des exemples sur la table du fond, 5 universités d'été, 4 colloques au Sénat, à l'Assemblée nationale et à la ville de Paris, sans compter l'animation de centaines de débats dans une perspective d'éducation populaire sur l'ensemble du territoire national, avec les relais locaux que nous pouvons avoir. De nombreuses brochures d'information que nous réactualisons, et tout aussi importante, les connexions à l'international. UBI, c'est l'Universal Basic Income Europe. Donc c'est notre, ce n'est pas vraiment une fédération, mais c'est ce qui regroupe les mouvements comme le nôtre. Et puis le BIN, le BIN, le Basic Income Earth Network, qui est le plus ancien et celui sur lequel s'échangent le plus de travaux de recherche. Ce qui est pour nous très important. On s'était réunis autour des ICE, des initiatives citoyennes européennes. Il y en a eu 2 en 10 ans, qui ont été des échecs sur le résultat quantitatif, mais en tout cas qui ont été des expériences passionnantes pour pointer justement les résistances à l'idée, comme la votation suisse avait permis aussi de mesurer le type de résistance, parce qu'ensuite, on peut adapter nos discours en tenant compte non pas de notre volonté de convaincre, mais de ce qu'il faut dire pour sortir les gens souvent de leurs idées préconçues. Voilà, donc tous ces partenariats, ça a été renouvelé, et le programme de ce colloque n'en est qu'un reflet. Ce travail de terrain nous a valu la reconnaissance de la Fondation pour l'homme, Charles Léopold Meyer, et depuis 4 ans, et ça nous apporte un peu de souplesse financière qui est bienvenue, et je les remercie sincèrement, parce que c'est notre mobilisation et le développement de réseaux partenariaux qui nous permet d'avoir un petit peu de ressources pour organiser des événements comme ceux-ci, avec l'aide de partenaires plus institutionnels. Les États généreux, si le programme a été bouleversé de fond en comble depuis le mois de novembre, on a travaillé dessus toutes les semaines, beaucoup de désistements, mais aussi des nouvelles propositions d'intervenants. Donc les tables rondes sont a priori pleines, même si ce n'est pas les noms qu'on avait annoncés à l'automne. L'esprit qui a présidé à sa conception n'a pas changé. Il s'agit de remettre en débat dans l'espace public les problématiques du revenu de base ou revenu universel qui ont été balayées de la sphère médiatique comme des préoccupations, balayées également des préoccupations de la plupart des formations politiques nationales depuis ce que moi j'appelle le traumatisme de 2017 et l'échec de la campagne de Benoît Hamon.
Et pourtant, elle avait bien commencé cette campagne avec les primaires de 2016 qui nous avaient permis d'abonder enfin un programme électoral national avec des idées neuves. Depuis cette date, de la crise des Gilets jaunes aux épisodes de la crise sanitaire du Covid, de la guerre en Ukraine à l'affrontement Israël-Hamas, en passant par les épisodes inflationnistes et les poussées électorales inédites du RN, le tout porté en avant par des médias de plus en plus concentrés, en capitaux et polarisés sur quelques thématiques secondaires au regard des vraies enquêtes sur les attentes des Français, le moins que l'on puisse dire est que le paysage est encombré, surtout pour faire renaître les pousses printanières de nos propositions alternatives. Avec la perspective d'un nouveau tunnel électoral, municipal et sénatorial en 2026, présidentiel et législative en 2027, départemental et régional en 2028, européenne en 2029, j'arrête là, il nous a semblé plus urgent que jamais de renouer le fil d'un dialogue interrompu, souvent, avec les élus ou les candidats des différents niveaux, des différents partis, de les interpeller sur leur perception actuelle du revenu de base, sur la capacité de leur formation politique de s'en saisir. On a un exemple d'un parti qui, lui, l'a inscrit dans ces thèmes, mais on a d'autres exemples de partis qui y réfléchissent, mais qui ne le présentent pas dans le cadre des élections. Donc c'est à nous aussi de les convaincre qu'ils ne vont pas au casse-pipe comme ça. Donc même si ce n'est pas parfois dans leur ADN, mais en tout cas en discussion interne. Nous envisageons les EGRB comme un état généraux du revenu de base, comme un déclencheur qui sera suivi avant la fin de l'année 2025 de la publication d'un travail de synthèse universitaire abordant toutes les questions fondamentales, objectifs, finalités, faisabilité, financement, échéanciers fiscaux et législatifs. Ce travail au titre programmatique, le revenu de base en un quinquennat, est conçu comme une boîte à outils à mettre entre toutes les mains, même si, soyons réalistes, il demandera une forte mobilisation pour l'accompagner et l'expliciter. Mais n'anticipons pas trop, nous avons devant nous 2 journées que nous vous souhaitons riches d'apports divers et d'échanges fructueux, généreusement et inconditionnellement. Merci.